Ce livre aurait dû exister bien avant. Il y a quelque chose que personne ne t'a appris, mais que tu as dû comprendre à la dure. Être gentil ne suffit pas. Tu peux être loyal, présent, généreux, et malgré tout, tu peux te faire avoir. Pas parce que tu manques d'intelligence, pas parce que tu es naïf, non, parce qu'on ne t'a jamais appris à te protéger. On t'a appris à être poli, à être compréhensif, à arrondir les angles, à éviter les conflits, à dire oui, même quand ton corps criait non. Et un jour, tu t'es réveillé fatigué. Fatigué de donner trop, de comprendre trop, de porter trop. Alors permets-moi de te poser une question simple. Combien de fois as-tu accepté quelque chose uniquement pour ne pas décevoir? Et une autre? Qui a profité de toi simplement parce que tu n'as pas osé dire stop? Ce livre est une réponse à ces questions. Il est fait pour ceux qui veulent rester gentils, mais sans se sacrifier. Pour ceux qui veulent t'aimer sans se perdre. Pour ceux qui veulent être disponibles, mais plus à leurs dépens. Ici, tu vas apprendre à voir les intentions cachées, à poser des limites sans culpabilité, à reconnaître les petits tests que les gens te font, à protéger ta paix, à arrêter de te justifier, à redevenir clair, calme et solide. Pas pour devenir froid, pas pour devenir dur, mais pour redevenir ton centre et ne plus laisser personne t'en écarter. Une dernière question avant de commencer. Jusqu'à quand es-tu prêt à continuer à t'oublier? Tu es au bon endroit. Commençons. Chapitre 1. Pourquoi tu te fais avoir, même si tu es intelligent? Il existe une idée fausse qui fait beaucoup de dégâts. Croire que si tu te fais avoir, c'est que tu es naïf. Ou pire encore, que tu es faible. C'est totalement faux. La plupart des gens qui se font avoir ne manquent ni d'intelligence, ni de lucidité. Ils manquent simplement d'un élément essentiel que personne ne leur a appris, la capacité à se protéger sans se trahir. Être gentil ne pose aucun problème. Ce qui pose problème, c'est d'être gentil au détriment de toi-même. Et cela, ce n'est pas de la naïveté, c'est de l'éducation émotionnelle incomplète. On t'a appris à réfléchir, à travailler, à faire des efforts. On t'a appris à t'adapter. On t'a appris à être agréable. Mais personne ne t'a appris à affirmer ton espace. Personne ne t'a appris à dire non. Personne ne t'a appris à reconnaître ce qui te coûte plus qu'on ne le croit. Personne ne t'a appris à poser une limite au bon moment. Alors tu grandis avec un cœur ouvert, mais sans stratégie, avec de bonnes intentions, mais sans protection, avec de la douceur, mais sans cadre. Et ce mélange crée une équation dangereuse. Tu comprends les autres, mais tu t'oublies toi-même. La vérité est simple. Si tu te fais avoir, ce n'est pas parce que tu ne vois pas les choses. C'est parce que tu choisis l'harmonie avant ta propre clarté. Tu veux éviter les conflits. Tu veux maintenir la paix. Tu veux être quelqu'un de bien. Et tu crois que poser une limite va tout détruire. Permets-moi de te poser une question importante. Combien de fois as-tu préféré te taire pour préserver une relation qui, elle, ne te préservait pas? Et une autre. Combien de fois as-tu senti qu'on te poussait trop loin, mais tu as continué pour ne pas paraître difficile? Le problème n'est pas que tu ne vois pas. Le problème est que tu vois, mais tu n'agis pas, parce que tu ne veux pas déplaire. C'est cela qui fait que tu te fais avoir. La peur de perdre, la peur d'être jugé, la peur d'être mal compris, la peur de déranger. Mais voici ce que tu dois comprendre dès maintenant. La vie ne récompense pas les gens qui s'adaptent contre trop. Elle récompense ceux qui savent rester eux-mêmes, même quand c'est inconfortable. Les gens qui ne se font plus avoir n'ont pas un cœur plus dur. Ils ont un cœur mieux protégé. Ils savent dire non. Ils savent poser une limite calmement. Ils savent reconnaître ce qui n'est pas bon pour eux. Ils savent s'écouter avant de vouloir apaiser tout le monde. Tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un de différent. Tu as besoin d'apprendre ce qu'on aurait dû t'enseigner bien plus tôt. Être gentil ne signifie pas être disponible pour tout. Être bon ne signifie pas accepter l'inacceptable. Et être généreux ne signifie pas t'oublier. À partir de maintenant, tout va changer. Pas parce que tu vas devenir dur, mais parce que tu vas devenir clair. Continuons. Chapitre 2. Les signes que quelqu'un profite de toi et que tu ignorais. Liste des signes subtils, presque invisibles, des signes que tu as déjà ressentis, mais que tu as peut-être préféré ignorer. Non pas par faiblesse, mais par habitude. Parce qu'on ne t'a jamais appris à les reconnaître. Les personnes qui profitent de toi ne se présentent jamais en disant qu'elles vont le faire. Elles avancent doucement.
avec des gestes anodins, avec des petites demandes, avec des phrases ambiguës, avec des comportements qui semblent pas si graves. Et pourtant, tout commence là. Le premier signe, c'est la culpabilisation. Quand quelqu'un te fait sentir responsable de son mal-être, de sa frustration, de son stress, alors que ce n'est pas ton rôle. Quand tu as l'impression que tu dois réparer, apaiser, corriger quelque chose chez l'autre, alors qu'il ne fait aucun effort de son côté. Le second signe, c'est la minimisation de ce que tu ressens. Quand tu exprimes un malaise et qu'on te répond que tu exagères, que tu es trop sensible, que tu interprètes mal, ces phrases sont des drapeaux rouges. Elles n'apaisent rien. Elles invalident. Le troisième signe, c'est le déséquilibre. Tu donnes plus que tu reçois, tu t'adaptes toujours. Tu es celui qui arrange, qui comprend, qui excuse, qui absorbe. Pendant que l'autre prend, reçoit, exige ou se repose sur toi. Permets-moi de te poser une question directe. Dans combien de relations as-tu joué le rôle que l'autre ne jouait jamais pour toi? Un quatrième signe, c'est l'incohérence. Lorsque les paroles promettent beaucoup, mais que les actes ne suivent jamais vraiment. Les je vais changer, je comprends, je ferai mieux, restent des mots sans substance. Une personne qui te respecte n'a pas besoin de promettre 100 fois. Elle agit. Il y a aussi les micro-tests. Ces petites choses qui, prises isolément, semblent banales, mais qui révèlent une intention ou une habitude. Arriver en retard régulièrement, te demander un service mais disparaître quand c'est ton tour, faire un commentaire blessant sous prétexte d'humour, attendre de toi une patience infinie sans jamais offrir la même. Ces tests sont importants, parce qu'ils montrent jusqu'où quelqu'un pense pouvoir aller avec toi. Voici une autre question essentielle. Quelle petite transgression as-tu laissé passer une fois et qui est ensuite devenue la norme? Un autre signe encore, souvent négligé, est le silence sélectif. Quand quelqu'un se montre présent lorsque cela l'arrange, mais distant, évasif ou absent quand tu as besoin de soutien. Le silence volontaire est une forme de communication, et souvent une forme de pouvoir. Enfin, il y a le signe le plus subtil de tous, ton propre malaise. Cette sensation discrète dans ton corps, cette petite contraction dans la poitrine, ce léger poids dans le ventre, cette intuition que quelque chose n'est pas juste, même si tout semble correct en apparence. Tu ne dois jamais ignorer ce signal. Ton corps parle avant ta tête. Les signes sont là. Ils étaient là depuis longtemps. Tu ne les voyais pas parce que tu regardais avec le cœur. À partir de maintenant, tu vas apprendre à regarder avec la clarté. Continuons. Chapitre 3. Le pouvoir de la clarté et pourquoi tu en as manqué toute ta vie. La clarté est une force silencieuse. Elle n'a rien de spectaculaire. Elle ne crie pas, elle ne menace pas, elle n'impose rien. Et pourtant, elle change absolument tout. Les gens qui ne se font plus avoir ne sont pas plus intelligents que les autres. Ils ne sont pas plus courageux, ni plus froids, ni plus durs. Ils sont simplement plus clairs. Clairs sur ce qu'ils veulent, clairs sur ce qu'ils ne veulent pas, clairs sur ce qu'ils acceptent, clairs sur ce qu'ils refusent. La clarté n'est pas un don, c'est une discipline, une manière d'être présent à soi-même. Si tu as manqué de clarté jusqu'ici, ce n'est pas de ta faute. On ne t'a jamais appris à la cultiver. On t'a appris à faire plaisir. On t'a appris à éviter les tensions. On t'a appris à être souple, adaptable, conciliant. On t'a appris à comprendre les autres avant de te comprendre toi-même. Mais personne ne t'a appris ceci. Tu peux être gentil et clair. Tu peux être doux et ferme. Tu peux être empathique et solide. Tu peux aimer les autres sans t'abandonner. La clarté commence par un choix intérieur. Dire la vérité, même quand elle tremble un peu. Dire ce que tu ressens, même si ça dérange. Dire non, même si ce n'est pas confortable. Dire oui, seulement quand tu le penses. L'absence de clarté, elle, te fait vivre à contre-courant. Tu dis oui en espérant que ça va calmer quelqu'un. Tu dis non trop tard, quand la situation t'épuise. Tu t'excuses pour des choses qui ne sont pas de ta responsabilité. Tu changes tes plans pour éviter de froisser. Tu adaptes ton énergie pour maintenir un équilibre qui n'est jamais vraiment bon pour toi. Laisse-moi te poser une question essentielle. Combien de décisions as-tu prises pour éviter un conflit, plutôt que pour te respecter? Et une autre. Depuis combien de temps sais-tu ce que tu veux, mais tu ne l'assumes pas pleinement? La clarté n'est pas agressive. Elle n'a rien de violent. Elle n'a même pas besoin d'être expliquée. La clarté dit « Voici ce que je peux. Voici ce que je ne peux pas.
Voici qui je suis. Voici la limite. Cette simplicité, paradoxalement, déstabilise ceux qui comptaient sur ta confusion. Quand tu es flou, les autres avancent. Quand tu es clair, ils s'ajustent. La confusion donne du pouvoir aux autres. La clarté te le rend. Un autre point essentiel. La clarté n'est pas seulement envers les autres. C'est d'abord envers toi-même. Ce n'est pas «qu'est-ce que l'autre va penser si je dis ça?» C'est «qu'est-ce que moi je pense vraiment?» Ce n'est pas «comment éviter de décevoir?» C'est «comment rester fidèle à moi-même?» Voici une dernière question pour ce chapitre. Quelle partie de ta vie deviendrait immédiatement plus simple si tu cessais d'être flou? La clarté n'éloigne jamais les bonnes personnes. Elle éloigne seulement celles qui profitèrent de l'absence de cadre. Et c'est une excellente nouvelle. Continuons. Chapitre 4. Comment dire non sans culpabiliser? La méthode simple que personne ne t'a donnée. Dire non est l'un des actes les plus simples et les plus difficiles à faire. Non pas parce que tu ne sais pas comment le dire, mais parce que tu as peur de ce que l'autre va ressentir. Tu as peur d'être perçu comme égoïste. Tu as peur de créer une tension. Tu as peur qu'on te rejette, qu'on te juge, qu'on s'éloigne de toi. Alors tu dis oui. Un oui qui n'est pas un vrai oui. Un oui qui te coûte. Un oui que tu paies plus tard, en fatigue, en frustration, en colère silencieuse. La vérité, c'est que tu n'as jamais appris à dire non de la bonne façon. On t'a appris que dire non, c'est blesser. On t'a appris que dire non, c'est manquer d'amour. On t'a appris que dire non, c'est provoquer un conflit. Alors tu t'excuses, tu expliques, tu donnes 1000 raisons, tu te justifies longuement pour un simple refus, et plus tu expliques, plus l'autre insiste. Parce que l'explication, dans l'esprit de beaucoup de gens, n'est pas un refus, c'est une ouverture à la négociation. La première règle pour dire non sans culpabilité est simple. Un non clair n'a pas besoin d'être long. Un non court, un non calme, un non sans justification excessive, un non cohérent. C'est cela qui fonctionne. La deuxième règle est encore plus importante. Tu n'as pas à répondre immédiatement. Tu as le droit de dire «je te redis». Tu as le droit de réfléchir. Tu as le droit de ne pas être disponible. Tu as le droit d'avoir une limite. La troisième règle, le malaise que tu ressens quand tu dis non n'est pas un signe que tu fais quelque chose de mal. C'est le signe que tu es en train de te reconstruire. Le corps n'aime pas changer une habitude, mais il aime la paix qui vient après. Permets-moi de te poser une question simple. Combien de fois as-tu dit oui juste pour éviter quelques secondes d'inconfort? Et encore, combien de fois ton oui a créé un inconfort beaucoup plus grand, plus long, plus lourd à porter? Le non n'est pas une arme. Le non n'est pas un mur. Le non n'est pas un refus de l'autre. Le non est une affirmation de toi-même. Dire non, c'est dire voici ma limite. Voici mon énergie. Voici ma paix. Et je choisis de les respecter. La plupart des gens ne s'éloigneront pas parce que tu dis non. Ils s'éloigneront seulement si leur intérêt passait avant toi. Et si c'est le cas, ce n'est pas une perte, c'est une protection. Dire non n'abîme pas les bonnes relations. Le non clarifie, le non filtre, le non révèle. Laisse entrer cette vérité simple. Tu peux dire non sans être dur. Tu peux dire non sans être coupable. Tu peux dire non et rester une personne aimante. Tu peux dire non et te sentir mieux après. Le non ne ferme pas une porte. Il ouvre la tienne. Continuons. Chapitre 5. Les tests que les gens te font et comment y répondre. Il y a quelque chose que personne ne te dit, mais que tout le monde fait. Tester. Les gens testent. Pas toujours consciemment. Pas toujours par méchanceté. Mais ils testent. Ils testent jusqu'où ils peuvent aller. Ils testent ta disponibilité. Ils testent ta patience. Ils testent ta cohérence. Ils testent ta capacité à poser une limite. Et toi, sans le savoir, tu as validé des comportements simplement parce que tu ne les as pas arrêtés. Un test, c'est un petit geste anodin qui cherche une réponse. Être en retard, faire une remarque blessante pour rigoler, te demander un service disproportionné, ignorer une limite que tu as déjà exprimée, t'interrompre quand tu parles, s'attendre à ce que tu comprennes toujours, disparaître puis revenir comme si de rien n'était. Pris un par un, ces gestes semblent insignifiants, mais ils sont révélateurs. Ils montrent la façon dont quelqu'un te considère. Ils montrent jusqu'où quelqu'un pense pouvoir te pousser. La question n'est pas «pourquoi les gens testent?» La question est «pourquoi as-tu appris à ne rien dire?» Permets-moi de te demander quelque chose d'important.
Quel petit comportement as-tu laissé passer un jour et qui est ensuite devenu une habitude chez l'autre? Un test fonctionne quand tu ne réponds pas, quand tu t'adaptes, quand tu minimises, quand tu ris pour éviter un malaise, quand tu dis que ce n'est rien alors que ton corps, lui, a tout compris. Il existe trois façons d'arrêter un test sans agressivité. La première, c'est la clarté calme. Je préfère que tu me préviennes. Je ne suis pas à l'aise avec ce type de remarque. Je ne peux pas faire ça. Simple, direct, sans justification excessive. La deuxième, c'est la cohérence. Dire la même chose aujourd'hui, demain, la semaine prochaine. Un test raté une fois ne doit pas être validé la deuxième. Si tu dis non un jour mais oui le lendemain, l'autre comprendra que ta limite est négociable. La troisième, c'est l'observation. Regarde ce que l'autre fait après que tu as posé une limite. S'excuse-t-il vraiment ou seulement pour apaiser? Change-t-il réellement ou attend-il que tu relâches ton cadre? Répare-t-il ce qu'il a abîmé ou compte-t-il sur ton oubli? Un test n'est pas une attaque, c'est un miroir. Il révèle la dynamique entre vous. Il révèle ce que tu tolères. Il révèle ce que l'autre ose. Et surtout, il révèle ce que tu dois ajuster. Voici une question qui peut changer beaucoup de choses. Et si ce n'était pas l'autre qui exagérait, mais toi qui ne disais rien, les gens testent. Tu testais aussi sans le savoir. C'est une manière naturelle d'explorer les limites d'une relation. À partir de maintenant, la différence sera simple. Tu ne laisseras plus passer ce qui te blesse. Tu répondras au premier signe. Tu poseras un cadre clair, calme, solide. Tu n'attendras plus que la situation dégénère pour agir. Les tests ne sont pas là pour t'écraser. Ils sont là pour révéler où tu dois te repositionner. Et tu es prêt. Continuons. Chapitre 6. Comment voir les intentions cachées sans paranoïa? Voir les intentions des autres n'a rien à voir avec la méfiance. Ce n'est pas devenir paranoïaque. Ce n'est pas analyser chaque geste, chaque mot, chaque silence. C'est simplement apprendre à lire ce qui était déjà là. Les intentions ne se disent pas. Elles se révèlent dans la cohérence, dans l'énergie, dans les actes, dans la façon dont quelqu'un prend soin de ce lien ou pas. La bonne nouvelle, c'est que les intentions cachées ne sont pas si cachées que ça. Elles apparaissent dans des détails, toujours les mêmes. La première clé, c'est la cohérence. Une personne sincère agit comme elle parle. Ses paroles suivent une ligne claire. Ses promesses sont modestes, mais tenues. Ses excuses sont rares, mais vraies. Rien de dramatique, rien d'exagéré, rien d'incohérent. La cohérence est l'intention la plus honnête. À l'inverse, quelqu'un qui n'est pas clair alterne intensité et distance. Beaucoup d'efforts d'un coup, puis plus rien. Des mots très forts, mais des actions très faibles. Des « je suis là », suivis d'un silence qui dure trop longtemps. Ces variations brusques t'indiquent une priorité. Tu n'es pas la leur. La deuxième clé, c'est l'effort. Une personne qui te respecte fait un effort naturel pour maintenir le lien. Un message, un mot, un geste. Pas grand-chose, mais quelque chose. L'effort n'est jamais forcé. Il est constant, même petit. Quelqu'un qui profite de toi, lui, fait un effort seulement quand il a besoin de toi et disparaît quand c'est toi qui aurais besoin de lui. Permets-moi de te poser une question. Qui te cherche uniquement quand quelque chose l'arrange? La troisième clé, c'est la responsabilité. Une personne sincère assume, elle reconnaît, elle s'excuse, elle corrige. Pas pour se sauver, mais parce qu'elle se soucie. Quelqu'un qui n'a pas de bonnes intentions, lui, dévie toujours. C'est de ta faute. C'est une mauvaise interprétation. C'est un malentendu. C'est la vie. Tout sauf assumé. La quatrième clé, c'est la réciprocité. Pas une symétrie parfaite, mais un équilibre naturel. Tu donnes, l'autre donne. Tu écoutes, l'autre écoute. Tu aides, l'autre aide. Un lien sain respire. Un lien malsain te vide. Voici une autre question importante. Qui dans ta vie te donne naturellement et qui te consomme sans s'en rendre compte? La cinquième clé, c'est ton propre ressenti. Ton corps sait, il sait bien avant ta logique. Une tension dans la poitrine, un léger malaise, une énergie floue. Tu l'as déjà senti? La question n'a jamais été « est-ce que c'est réel ?» La vraie question est « pourquoi ai-je ignoré ce signe ?» Voir les intentions cachées n'est pas être dans la peur. C'est être dans la lucidité. C'est être dans la présence. C'est choisir de regarder, vraiment,
Tu n'as pas besoin d'espionner. Tu n'as pas besoin d'analyser chaque geste. Tu as seulement besoin d'observer la cohérence. Elle raconte tout. La clarté protège, la lucidité allège. Et les intentions, elles, n'ont jamais su se cacher longtemps. Continuons. Chapitre 7. Les gens qui ne changent pas. Et pourquoi ce n'est pas ton rôle de les sauver. Il y a une illusion qui t'a peut-être fait souffrir plus que tout le reste. Croire que tu pouvais changer quelqu'un. Croire que ton amour suffisait, que ta patience suffisait, que tes efforts suffisaient. La vérité, c'est que tu ne peux changer personne qui ne veut pas changer. Tu peux inspirer, oui. Tu peux montrer un chemin, oui. Tu peux éclairer, accompagner, écouter, soutenir. Mais tu ne peux pas transformer quelqu'un à sa place. Il existe 3 types de personnes que tu ne peux pas sauver. Le premier type, ce sont les immatures émotionnels. Ils n'assument jamais. Ils blâment, ils évitent, ils se justifient. Ils fonctionnent en réaction, pas en réflexion. Tu peux leur expliquer 1000 fois, rien ne change. Parce que pour eux, reconnaître quelque chose serait perdre du pouvoir. Le deuxième type, ce sont les incohérents. Ils promettent beaucoup. Ils disent pas qu'ils vont changer, qu'ils ont compris, qu'ils vont faire mieux. Mais dès que l'émotion du moment s'éteint, tout redevient comme avant. Ce ne sont pas des mauvaises personnes. Ce sont des personnes qui n'ont pas encore choisi la discipline intérieure. Le troisième type, ce sont les dépendants émotionnels. Ils te tirent vers le bas sans le vouloir. Ils veulent que tu les rassures constamment. Ils veulent que tu les sauves. Ils veulent que tu portes leurs doutes, leurs peurs, leurs responsabilités. Dans une relation comme celle-ci, tu finis par t'épuiser sans même t'en rendre compte. Laisse-moi te poser une question essentielle. Combien d'énergie as-tu investi dans des gens qui n'ont jamais vraiment essayé de changer eux-mêmes? Et une autre, a-t-on déjà changé pour toi ou seulement parce que tu insistais? Il y a un principe simple que l'on comprend trop tard. Tu n'es pas responsable du chemin intérieur des autres. Tu n'es pas leur parent. Tu n'es pas leur thérapeute. Tu n'es pas leur sauveur. Tu es une personne qui a le droit d'être entourée de gens qui évoluent, pas de gens qui stagnent. Quand tu essaies de changer quelqu'un, tu t'enfermes dans une boucle dangereuse. Tu attends qu'il devienne la version que tu vois en lui, pas celle qu'il choisit d'être réellement. Et pendant que tu espères, tu t'oublies. Pendant que tu aides, tu te perds. Pendant que tu portes, tu t'écrases. Voici une autre question. Qu'as-tu sacrifié dans ta vie pour garder quelqu'un qui ne faisait aucun effort pour te garder, toi? Tu peux aimer profondément quelqu'un et malgré tout, prendre de la distance. Tu peux vouloir le meilleur pour quelqu'un et malgré tout, arrêter de l'accompagner. Tu peux être une belle personne et malgré tout, refuser de sauver qui ne veut pas se sauver lui-même. Tu n'es pas cruel, tu es lucide. Les gens qui veulent changer le montrent. Ils prennent un rendez-vous. Ils lisent un livre. Ils s'excusent correctement. Ils font un effort réel. Ils agissent. Les autres te promettent, te racontent, te fatiguent. À partir de maintenant, tu ne sauveras plus personne. Tu ne porteras plus ce qui ne t'appartient pas. Tu n'attendras plus qu'une personne change pour avoir le droit d'être bien. Tu vas choisir ton énergie, pas leur potentiel. Continuons. Chapitre 8. Le retour à toi, la force qui change tout. Revenir à toi-même n'a rien d'égoïste. C'est même l'inverse. C'est un acte de maturité, un acte de reconstruction, un acte d'honnêteté envers toi. Pendant longtemps, tu t'es peut-être défini à travers les autres, à travers ce qu'ils attendaient, à travers ce qu'ils voulaient, à travers ce qu'ils projetaient sur toi. Tu as façonné ta personnalité pour éviter les conflits, pour maintenir l'harmonie, pour être celui qui comprend, qui pardonne, qui s'adapte. Et petit à petit, sans t'en rendre compte, tu t'es éloigné de ton propre centre, de ton axe, de ta vérité. Revenir à toi, c'est arrêter cette fuite. C'est revenir dans ton corps, dans ta présence, dans ton propre espace. Ce n'est pas devenir dur, ce n'est pas devenir distant, c'est redevenir aligné. Le retour à toi commence par une question simple. Qu'est-ce que je ressens réellement? Pas ce que je devrais ressentir. Pas ce qui serait plus pratique pour les autres. Ce que je ressens. Tu serais surpris de voir combien de gens vivent des années entières sans se poser cette question. Ils réagissent, ils s'adaptent, ils fonctionnent en automatique, ils se perdent doucement. Revenir à toi, c'est aussi reconnaître tes besoins. Tu as besoin de calme, tu as besoin d'espace,
Tu as besoin de respect. Tu as besoin de relations qui ne te tirent pas vers le bas. Tu as besoin de dire non. Tu as besoin de dire oui aux choses qui te nourrissent vraiment. Permets-moi de te poser une question essentielle. Quand as-tu été la dernière fois vraiment présent à toi-même, sans te juger, sans te comparer, sans t'oublier? Le retour à toi n'est pas grandiose. Il n'est pas spectaculaire. Il est subtil. Il se manifeste dans des petites choses, le silence que tu t'accordes, la respiration que tu contrôles, la décision que tu prends avant d'attendre trop longtemps, la limite que tu poses avant d'être épuisé, le choix que tu fais par conviction et non par peur. Plus tu reviens à toi, plus tu deviens calme. Et ce calme-là n'est pas passif, c'est un calme qui impose, un calme qui ralentit les autres, un calme qui inspire du respect, un calme qui dit ⁇ Je suis là, je suis ancré, je suis clair ⁇ C'est ce que j'appelle la présence. Pas la présence physique, mais la présence intérieure. Une force tranquille qui dit plus que n'importe quelles explications. Voici une autre question importante. Qu'est-ce qui, dans ta vie, deviendrait immédiatement plus léger si tu te choisissais d'abord? Le retour à toi ne t'éloigne pas des autres. Il éloigne ceux qui profitèrent de ton flou. Il éloigne les abus doux. Il éloigne les liens déséquilibrés. Il éloigne les attentes irréalistes. Et il attire ceux qui te respectent vraiment. Ceux qui te voient, ceux qui te comprennent, ceux qui savent que la clarté est une preuve de maturité, pas une menace. Revenir à toi, c'est poser les bases du nouveau chapitre de ta vie. Un chapitre où tu n'as plus à te trahir pour être aimé. Continuons. Chapitre 9. Comment devenir intouchable sans devenir froid? Devenir intouchable n'a rien à voir avec devenir froid. Ce n'est pas se couper du monde. Ce n'est pas ériger des murs. Ce n'est pas vivre dans la méfiance ou la distance. Devenir intouchable, c'est une chose très différente. C'est protéger ton axe. C'est maintenir ta paix. C'est ne plus réagir aux provocations, aux manipulations douces, aux attentes irréalistes. C'est rester toi-même, quoi qu'il arrive autour de toi. Être intouchable ne veut pas dire être invincible, mais être indépendant des opinions, des comportements ou des humeurs des autres. Ce n'est pas un état de dureté, mais de solidité. La première clé pour devenir intouchable, c'est la maîtrise de ton énergie. Ne plus tout donner, ne plus t'épuiser pour sauver les gens, ne plus offrir ton attention à ceux qui te drainent. Ton énergie est précieuse. Tu n'es pas obligé de la distribuer à tout le monde. La deuxième clé, c'est l'absence de justification. Chaque fois que tu te justifies, tu donnes une partie de ton pouvoir. Tu expliques, tu t'excuses, tu essaies de prouver que tu n'es pas mauvais. Tu essaies de rassurer l'autre avant de te rassurer toi. La vérité est simple. Tu n'as pas besoin de te justifier pour exister. Un non est suffisant. Un choix est suffisant. Une limite est suffisante. Voici une question essentielle. Combien de fois as-tu expliqué quelque chose que tu n'avais pas besoin d'expliquer? La troisième clé pour devenir intouchable, c'est la cohérence. Dire ce que tu fais, faire ce que tu dis, être stable dans tes décisions, même quand l'autre insiste, même quand l'autre boude, même quand l'autre joue avec ton émotion. Les gens testent ta cohérence. Ils regardent si tu recules, si tu changes d'avis, si tu te trahis pour les arranger. Quand tu restes cohérent, tu deviens imprévisible pour ceux qui profitèrent de ton flou et très prévisible pour ceux qui te respectent. Ils savent où tu es. La quatrième clé, c'est le détachement. Le détachement n'est pas l'indifférence. C'est la capacité à dire « ce que tu ressentiras, c'est à toi. Je n'en suis pas responsable ». Le détachement, c'est refuser de porter les émotions qui ne t'appartiennent pas. Voici une autre question importante. Combien d'émotions as-tu portées pour les autres, alors qu'elles n'étaient jamais les tiennes? La cinquième clé, c'est le choix. Choisir où tu mets ton temps. Choisir où tu mets ton attention. Choisir qui tu laisses entrer dans ton espace. Ton intérieur n'est pas une place publique. Il n'appartient pas à tous. Être intouchable, c'est arrêter de courir après l'amour, la validation ou la reconnaissance. C'est reconnaître que tu n'as plus besoin d'être choisi par tout le monde. Tu as seulement besoin d'être clair avec toi-même. Ce n'est pas un retrait du monde. C'est une manière nouvelle d'y entrer, avec un axe solide, une présence calme et une paix que personne ne peut t'arracher. Devenir intouchable ne te rend pas froid. Cela te rend juste entier. Continuons. Chapitre 10. Le nouveau toi est ce que le monde ne comprendra pas. Quand tu changes, le monde autour de toi réagit.
Pas toujours comme tu l'avais imaginé, pas toujours comme tu l'espérais, pas toujours comme tu le mérites. Le nouveau toi dérange parfois ceux qui profitèrent de l'ancien. Le nouveau toi surprend ceux qui avaient pris l'habitude de ton silence. Le nouveau toi inquiète ceux qui comptaient sur ton flou. Le nouveau toi déconcerte ceux qui ne pensaient jamais que tu dirais non. Et c'est normal. Quand tu deviens plus clair, ceux qui vivaient dans la confusion ne comprennent plus. Quand tu deviens plus calme, ceux qui fonctionnent dans le bruit se sentent menacés. Quand tu deviens plus solide, ceux qui s'appuyaient sur ta fragilité se sentent déstabilisés. C'est la règle la plus simple du changement. Quand tu reprends ton pouvoir, ceux qui en profitaient réagissent. Tu vas remarquer quelque chose d'étrange. Certaines personnes te diront que tu as changé, comme si c'était une critique. D'autres te diront que tu es plus froid. D'autres encore que tu n'es plus aussi flexible, aussi disponible, aussi gentil. Mais en réalité, tu n'as jamais été aussi toi-même. Non. Le nouveau toi n'est pas une version agressive ou distante. Le nouveau toi est simplement aligné. Tu ne te forces plus. Tu ne joues plus un rôle. Tu ne dis plus oui pour éviter un malaise. Tu ne laisses plus les autres franchir ce qui te blesse. Tu ne portes plus ce qui n'est pas à toi. Permets-moi de te poser une question essentielle. Qui dans ta vie risque de te perdre uniquement parce que tu te respectes davantage? Et une autre, que révèle une relation qui souffre dès que tu arrêtes de te sacrifier? Le nouveau toi ne cherche plus à convaincre. Tu n'expliques plus. Tu n'argumentes plus. Tu n'essaies plus de montrer que tu es une bonne personne. Tu l'es déjà, et tu n'as plus besoin d'en faire la preuve. Le nouveau toi attire des gens différents. Des gens plus clairs, plus respectueux, plus responsables, plus ouverts, plus équilibrés. Le vieux toi attirait ceux qui avaient besoin de quelqu'un qui s'adaptait. Le nouveau toi attire ceux qui savent donner autant qu'ils reçoivent. Et voici une vérité simple. Ce que les autres ne comprendront pas immédiatement, ton corps, lui, le comprendra tout de suite. Tu respireras mieux, tu dormiras mieux, tu penseras plus lentement, tu vivras plus droit. Enfin, il y aura ce moment particulier, un moment calme, discret, presque imperceptible. Le moment où tu réaliseras que tu n'as plus besoin que les autres valident ton changement. Tu te valides toi-même. Cette paix-là n'a pas besoin d'être expliquée. Elle n'a pas besoin d'être défendue. Elle n'a besoin de rien. Elle est ton nouveau point de départ. Le nouveau toi n'est pas un autre toi. C'est simplement toi, sans tout ce qui t'éloignait de toi. Continuons vers la conclusion. Conclusion. Ta valeur est non négociable. Il y a un moment dans la vie où tout bascule. Un moment où tu comprends que tu n'as plus besoin de t'étirer pour être accepté. Où tu n'as plus besoin de te diminuer pour être aimé. Où tu n'as plus besoin de t'excuser d'exister, de ressentir, de poser une limite. Ce moment arrive quand tu décides enfin que ta paix intérieure n'est plus à vendre, que ton énergie n'est plus en libre service, que ton cœur n'est plus un lieu où chacun peut entrer sans permission. Tu viens de traverser un chemin que beaucoup ne feront jamais, celui de la lucidité. Voir ce que tu ne voulais pas voir, nommer ce que tu n'osais pas nommer, changer ce que tu croyais immuable. Et maintenant, quelque chose en toi s'est redressé, quelque chose s'est éclairci, quelque chose s'est solidifié. Tu n'as pas besoin d'être dur pour être fort. Tu n'as pas besoin d'être froid pour être intouchable. Tu n'as pas besoin de crier pour être entendu. Tu as seulement besoin de toi, de ta clarté, de ton axe, de ta présence, de ton courage tranquille. Permets-moi de te poser une dernière question. Pas une question légère, une question qui demande de l'honnêteté, celle que tu viens de conquérir. À partir de maintenant, que vas-tu cesser d'accepter définitivement? Et une autre, encore plus importante, quelle version de toi vas-tu protéger sans compromis? Tu n'as plus besoin de courir après ceux qui ne te voient pas. Tu n'as plus besoin de prouver ta valeur. Tu n'as plus besoin de t'expliquer pour être respecté. Tu n'as plus besoin d'espérer que l'autre change pour pouvoir respirer. C'est terminé. Ta valeur est non négociable. Ton respect n'est plus optionnel. Ta clarté n'est plus un effort, c'est devenu ta nature. Et ta vie, désormais, doit refléter cela. Si tu dois retenir une seule phrase de ce livre, que ce soit celle-ci, tu te trahissais pour être aimé. Maintenant, tu t'aimes assez pour ne plus te trahir. Ce n'est pas la fin de quelque chose, c'est le début de toi.